Elle pensait aider quelqu'un dans le besoin. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait d'inviter un tueur chez elle. Par un mardi soir tranquille de mars 2023, Sarah Mitchell, 26 ans, se tenait sur le pas de la porte de sa modeste maison de style ranch dans la campagne de l'Indiana, regardant l'homme qui venait de frapper à sa porte. Il avait peut-être la trentaine bien avancée, les yeux fatigués et l'air débraillé, ce qui suggérait qu'il avait traversé une période difficile. Son histoire semblait assez simple. Sa voiture était tombée en panne à environ 1 kilomètre de là. Son téléphone était déchargé et il avait juste besoin de passer un coup de fil rapide pour appeler une dépanneuse. C'était le genre de situation qui se produit tous les jours dans les petites villes américaines, le genre de moment où il faut prendre une décision en une fraction de seconde, aider un inconnu ou se protéger. Pour Sarah, une enseignante remplaçante qui avait grandi dans cette communauté très soudée de moins de 3000 habitants, le choix semblait évident. Après tout, nous étions dans l'Indiana, un endroit où les voisins s'entraidaient encore, où les communautés religieuses se mobilisaient pour venir en aide aux personnes dans le besoin, où refuser d'aider quelqu'un en difficulté semblait presque anti-américain. « Bien sûr, entrez !» dit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. « Mon téléphone est dans la cuisine. » Ce que Sarah ne pouvait pas savoir, ce qu'elle n'avait aucun moyen de savoir, c'est que l'homme qui entrait chez elle ce soir-là était Marcus Henderson, un détenu récemment libéré dont le passé était si sombre que même la commission des libérations conditionnelles avait hésité à le laisser sortir. Elle ne pouvait pas savoir que son histoire de panne de voiture était un mensonge, soigneusement élaboré et répété dans 3 autres maisons avant la sienne. Elle ne pouvait pas savoir qu'il observait son quartier depuis 2 jours, prenant des notes sur les personnes qui vivaient seules, celles qui avaient des systèmes de sécurité, celles qui semblaient les plus susceptibles d'ouvrir leurs portes à un étranger en détresse. Elle ne pouvait pas savoir qu'il ne lui restait exactement que 4 heures et 17 minutes à vivre. Mais revenons en arrière. Car l'histoire de Sarah et la tragédie qui allait se dérouler chez elle cette nuit-là n'ont pas vraiment commencé lorsqu'elle a ouvert sa porte. Tout a commencé 6 semaines plus tôt, lorsqu'une série de défaillances bureaucratiques et de négligences systémiques ont permis à un homme dangereux de se promener librement dans les rues, sans presque aucune surveillance et encore moins de responsabilité. Marcus Henderson avait fait des allers-retours dans le système pénal depuis l'âge de 16 ans. Son casier judiciaire reflétait une escalade inquiétante que n'importe quel criminologue aurait pu prédire comme menant inévitablement à la violence. Vol mineur à 16 ans, cambriolage à 19 ans, agression à 23 ans, agression aggravée à 27 ans. Chaque crime était un peu plus grave que le précédent. Chaque peine était un peu plus longue. Chaque violation de sa liberté conditionnelle était un signal d'alarme que le système n'avait pas remarqué ou dont il ne s'était pas soucié. Sa dernière condamnation était pour vol à main armée et agression. Il avait braqué une station-service à Fort Wayne, frappant le pompiste avec son pistolet si violemment que le jeune homme avait dû subir une chirurgie reconstructive du visage. La peine était de 12 ans. Il en a purgé 7. Lorsque Henderson est sorti de la prison d'État de l'Indiana à Michigan City le 15 janvier 2023, il avait exactement 340 $ en poche. Une assignation à un centre de réinsertion qu'il allait ignorer dans les 2 semaines, et un agent de probation gérant un nombre de dossiers si important que les contrôles mensuels étaient devenus plus une formalité qu'une véritable surveillance. Et il avait aussi autre chose, une rancœur brûlante qui s'était envenimée pendant ces années derrière les barreaux, un mélange toxique de sentiments de droit et de rage qui lui faisait croire que le monde lui devait quelque chose pour le temps qu'il avait perdu. Mais nous reviendrons sur le parcours de Henderson dans un instant. Parlons d'abord de Sarah, car elle mérite d'être plus qu'une simple victime dans cette histoire. Elle mérite d'être rappelée comme une personne à part entière, une jeune femme avec des rêves, des peurs, des excentricités, et une vie qui avait du sens bien avant qu'elle ne croise le chemin d'un prédateur. Sarah Elizabeth Mitchell
a grandi dans la même ville de l'Indiana où elle allait mourir plus tard. Elle était l'enfant du milieu d'une fratrie de 3, entre un frère aîné devenu marine et une sœur cadette étudiant la médecine vétérinaire à Purdue. Ses parents, tous deux enseignants à la retraite, avaient élevé leurs enfants selon les valeurs du Midwest. Travailler dur, aider les autres, faire confiance à sa communauté et toujours fermer ses portes à clé la nuit. Ironiquement, cette dernière leçon était celle avec laquelle Sarah avait du mal ces derniers temps. 3 mois seulement avant sa mort, Sarah avait vécu une rupture difficile avec son petit ami de 4 ans, Tyler Bennett. Ils étaient ensemble depuis le lycée, le genre de couple dont tout le monde pensait qu'il se marierait juste après l'université. Mais Tyler avait reçu une offre d'emploi à Chicago, et Sarah n'était pas prête à quitter sa ville natale, ses parents vieillissants, ou le confort familier d'un endroit où tout le monde connaissait son nom. La relation s'était terminée non pas par un drame ou une trahison, mais par la tristesse silencieuse de 2 personnes qui voulaient des choses différentes dans la vie. Après la rupture, Sarah avait quitté l'appartement qu'elle partageait avec Tyler pour emménager dans une petite maison en location à la périphérie de la ville. C'était un endroit charmant, construit dans les années 1970, avec un grand jardin et un porche idéal pour les soirées d'été. Mais il était également isolé. Le voisin le plus proche se trouvait à environ 200 mètres, caché derrière une rangée de chênes. Le propriétaire lui avait proposé un loyer avantageux, probablement parce que l'isolement rendait difficile de trouver des locataires, en particulier des femmes célibataires. Les amis de Sarah s'inquiétaient de la voir vivre seule. Sa mère avait insisté pour installer de meilleures serrures et laisser une bombe de spray au poivre dans chaque pièce. Son père avait même suggéré d'acheter un chien pour la protéger, mais Sarah avait ri de leurs inquiétudes. Nous étions dans l'Indiana, pas à New York. Dans cette ville, les faits divers les plus sensationnels rapportés dans le journal local concernaient généralement des adolescents qui renversaient des boîtes aux lettres ou le vol de décorations de Noël. « Tout ira bien », avait-elle dit à sa mère 2 semaines avant sa mort. « Il ne se passe jamais rien ici. » Elle ne pouvait pas savoir que Marcus Henderson était déjà en ville, qu'il observait déjà, qu'il planifiait déjà. Le comportement de Henderson au cours des semaines qui ont suivi sa libération suit une trajectoire que les psychologues, criminologues ont documentée des centaines de fois. Ce n'était pas un génie du crime sophistiqué. Il était peut-être quelque chose de plus dangereux, un prédateur opportuniste, suffisamment rusé pour exploiter le désir humain fondamental d'aider les autres et suffisamment désespéré pour recourir à la violence lorsque les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. Après avoir quitté son centre de réinsertion fin janvier, Henderson avait erré dans le nord de l'Indiana, séjournant dans des motels bon marché quand il avait de l'argent et dormant dans sa voiture quand il n'en avait pas. Il subvenait à ses besoins en combinant mendicité, petits larcins et petits boulots occasionnels qu'il abandonnait au bout de quelques jours. Il cherchait quelque chose, même s'il n'aurait probablement pas pu dire exactement quoi. Une opportunité, un coup, un moyen d'obtenir assez d'argent pour disparaître dans un nouvel endroit et recommencer à zéro. Ou peut-être cherchait-il tout autre chose. Peut-être cherchait-il un moyen de faire ressentir à quelqu'un d'autre l'impuissance qu'il avait ressentie en prison. Peut-être cherchait-il à exercer un contrôle. Nous savons, grâce à ses aveux ultérieurs, que Henderson a traversé le quartier de Sarah pour la première fois le 12 mars, 6 jours avant son meurtre. Il avait exploré les zones rurales, à l'extérieur de la ville principale, à la recherche de maisons qui semblaient vulnérables. Pas de panneaux de sécurité dans le jardin, pas de chiens aboyant derrière les clôtures, des voitures qui suggéraient des occupants seuls plutôt que des familles. La maison de Sarah répondait à tous ces critères. Au cours des jours suivants, Henderson a observé. Il a appris à connaître les habitudes de Sarah. Il l'a vue partir travailler le matin et rentrer en fin d'après-midi. Il a remarqué qu'elle restait souvent éveillée tard, la lumière allumée, probablement pour regarder la télévision ou lire. Il a observé qu'elle oubliait parfois de verrouiller sa voiture dans l'allée. En d'autres termes,
Il a vu toutes les petites vulnérabilités que la plupart d'entre nous avons dans notre vie quotidienne, ces petits moments d'inattention qui ne signifient généralement rien, mais qui peuvent parfois tout changer. Ce qu'il ne pouvait pas voir, ce qu'il ne pouvait pas savoir en observant à distance à travers les arbres, c'était que Sarah était de plus en plus anxieuse ces derniers temps. Sa meilleure amie Jessica dira plus tard à la police que Sarah avait mentionné se sentir effrayée par une voiture qu'elle voyait souvent garée au bout de la rue. Elle en avait même plaisanté, se qualifiant de paranoïaque, riant du fait que vivre seule lui faisait imaginer des choses. « Je suis en train de devenir une de ces personnes nerveuses qui sursautent au moindre bruit », avait écrit Sarah à Jessica 2 jours avant sa mort. « Bientôt, je vais appeler les flics pour signaler la présence d'écureuils sur mon toit, lol. » Mais ce n'était pas de la paranoïa. La voiture qu'elle avait remarquée était la Honda Civic cabossée de Henderson. Son instinct essayait de lui dire quelque chose. Le problème, c'est que dans une société qui dit souvent aux femmes qu'elles sont trop prudentes, trop craintives, trop méfiantes, Sarah s'était convaincue de ne pas faire confiance à son instinct. Ainsi, lorsque Marcus Henderson a frappé à sa porte le soir du 18 mars avec son histoire de voiture en panne et de téléphone portable déchargé, Sarah a pris la décision que beaucoup d'entre nous auraient prise. Elle a choisi la gentillesse plutôt que la prudence. Elle a choisi de croire en la bonté fondamentale des étrangers. Elle a choisi d'aider. Elle a ouvert la porte. Ce que Sarah ignorait, c'est qu'au moment où Marcus Henderson a franchi le seuil de sa porte, il avait déjà pris sa décision quant à l'issue de cette rencontre. « Merci beaucoup », a dit Henderson en entrant dans le petit hall d'entrée, sa voix empreinte de cette humilité reconnaissante que les prédateurs apprennent à perfectionner. « Je vous en suis vraiment reconnaissant. Mon téléphone est tombé en panne il y a environ 1 heure et je marche depuis une éternité. » Sarah a fermé la porte derrière lui sans la verrouiller, en la poussant simplement, et lui a fait signe de se diriger vers la cuisine. « Pas de problème. Le téléphone est sur le comptoir. Servez-vous. » La disposition de la maison louée par Sarah était simple et ouverte. Depuis la porte d'entrée, on pouvait voir directement le salon qui donnait sur la cuisine. Un petit couloir sur la droite menait à 2 chambres et une salle de bain. L'intérieur était confortable, décoré dans le style chic rustique standardisé que l'on trouve dans tous les magasins Home Goods aux États-Unis. Des pancartes en bois avec des citations inspirantes, des paniers tressés, des coussins aux motifs géométriques. La télévision était allumée. Une émission de télé-réalité passait à faible volume. Et il y avait un verre de vin blanc à moitié vide sur la table basse à côté d'un ordinateur portable ouvert. Henderson observa tout cela avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait passé des années à évaluer les environnements pour en déterminer les vulnérabilités et les opportunités. Pas de panneau d'alarme près de la porte, pas de gamelle pour chiens, ni d'accessoires pour animaux, pas de chaussures d'homme près de l'entrée. L'ordinateur portable suggérait qu'elle était à l'aise ici, installée pour la soirée. Le vin suggérait qu'elle était détendue, peut-être pas au maximum de sa vigilance. Et surtout, ils étaient complètement seuls. « Est-ce que je peux aller aux toilettes d'abord » demanda Henderson, ajoutant un rire embarrassé. « Comme je l'ai dit, j'ai marché pendant un certain temps. »« Oh, bien sûr » répondit Sarah, en lui indiquant le couloir. « Première porte à gauche. » C'était le moment crucial, ces 15 secondes décisives où tout aurait pu se passer différemment. Si Sarah avait dit non, insisté pour qu'il passe son coup de fil et parte, c'était maintenu entre lui et la sortie. Si elle avait écouté la petite voix dans sa tête qui lui criait probablement que quelque chose n'allait pas dans cette situation. Si elle avait remarqué qu'il ne sentait pas vraiment comme quelqu'un qui avait marché des kilomètres par un temps de mars, que ses chaussures n'étaient presque pas abîmées, ou que ses mains n'étaient pas froides alors qu'il prétendait avoir été dehors par une température de 4 degrés C. Mais Sarah n'avait rien remarqué de tout cela. Elle était enseignante remplaçante, pas détective. C'était une personne gentille, élevée dans une communauté où aider des inconnus n'était pas suspect, mais tout à fait normal.
Pendant que Henderson marchait dans le couloir, Sarah se rendit dans la cuisine et prit son téléphone sur le comptoir. Elle consulta ses derniers SMS, pensant qu'elle pourrait informer son amie Jessica de la situation, non pas parce qu'elle se sentait en danger, mais simplement pour lui raconter une anecdote amusante sur sa soirée. Un inconnu vient de frapper à ma porte parce qu'il a eu un problème avec sa voiture LOL. La vie de célibataire est tellement excitante. Elle n'envoya jamais ce SMS, car à ce moment-là, Henderson sortit du couloir. Mais il ne se dirigeait pas vers la cuisine pour utiliser le téléphone. Il avançait rapidement, d'un pas décidé, droit vers elle. Et il avait un couteau. Plus tard, les enquêteurs détermineront que Henderson avait un couteau pliant dans la poche de sa veste, une arme qu'il avait volée dans un magasin d'articles de sport 3 jours plus tôt. Ce n'était pas un couteau particulièrement grand ou intimidant, juste une lame standard de 10 cm. Mais entre les mains de quelqu'un qui avait l'intention de s'en servir, la taille n'avait pas d'importance. Sarah l'a vu arriver. Elle a vu la lame. En un clin d'œil, son cerveau a fait le lien entre cet inconnu inoffensif et une menace immédiate. Le téléphone lui a échappé des mains et est tombé sur le carrelage de la cuisine. « Ne crie pas », a dit Henderson d'une voix complètement différente, dure, maîtrisée, dépourvue de l'humilité reconnaissante qui était la sienne 30 secondes plus tôt. « Ne fais pas de bruit, ou je te tue tout de suite. Tu comprends ? Que se passe-t-il dans l'esprit d'une personne dans un moment comme celui-ci ? Les psychologues qui étudient les traumatismes affirment que le cerveau humain a 3 réactions principales face à un danger mortel: se battre, fuir ou se figer. La réaction de Sarah, à cet instant, fut de se figer. Son corps se raidit, sa respiration s'arrêta, son esprit se vida de toute pensée sous l'effet de la terreur. Henderson a comblé la distance qui les séparait en 2 pas. Il a attrapé son bras, assez fort pour lui faire mal, assez fort pour lui faire des bleus, et a appuyé le couteau contre son flanc. « Où est ton sac à main » a-t-il demandé. « Où gardes-tu ton argent ? Tes cartes ?» Sarah ne pouvait pas parler. Elle pouvait à peine respirer. Elle a réussi à lever une main tremblante et à pointer vers le salon, où son sac à main était posé sur le canapé. Henderson la traîna vers le canapé, le couteau toujours appuyé contre ses côtes. De sa main libre, il attrapa le sac à main et en vida le contenu sur les coussins du canapé. Portefeuille, clés, tampons, gloss, reçus, tous les débris banals de la vie d'une personne, éparpillés comme autant de preuves d'une normalité sur le point d'être brisée. Il ouvrit le portefeuille. 3 billets de 20, 1 de 10 et quelques billets de 1. Peut-être 75 $ au total. Il serra les mâchoires. « C'est tout ?» dit-il. « 75 putains de dollars ?» « Il y en a plus » parvint à murmurer Sarah, retrouvant sa voix malgré la terreur. « Dans ma chambre, j'ai environ 300 $ dans ma table de chevet. Vous pouvez les prendre. Prenez-les et partez, s'il vous plaît. » C'était la première pensée stratégique de Sarah, son cerveau commençant à fonctionner au-delà de la panique pure. Lui donner ce qu'il voulait, le laisser prendre l'argent et partir, survivre à cela. Elle n'avait aucun moyen de savoir que pour Marcus Henderson, cela n'avait jamais été seulement une question d'argent. Pendant 7 ans en prison, Henderson avait été impuissant. Pendant 7 ans, on lui avait dit quand manger, quand dormir, quand se doucher. Pendant 7 ans, il n'avait été qu'un numéro dans une combinaison orange, soumis aux caprices des gardiens et à la violence des autres détenus. Et maintenant, à cet instant, tenant un couteau contre une jeune femme terrifiée dans sa propre maison, il vivait quelque chose dont il rêvait depuis le jour où il était sorti. Un contrôle total et absolu. L'argent était secondaire. Le pouvoir était l'essentiel. « Montre-moi » dit-il, en la poussant vers le couloir. Sarah trébucha en avant, Henderson juste derrière elle, le couteau toujours pointé sur elle. Ils avancèrent dans le petit couloir, passèrent devant la salle de bain où il avait fait semblant d'aller, devant la chambre d'amis qu'elle utilisait comme débarras, jusqu'à sa chambre au bout du couloir. C'était une petite pièce, féminine et personnelle. Le lit n'avait pas été fait depuis le matin, des vêtements étaient déposés sur une chaise dans un coin, des photos sur la commode. Sarah avec sa famille,
Sarah avec des amis, Sarah et Tyler, à une époque plus heureuse. Une vie figée en images, sur le point d'être détruite. La table de chevet, dit Sarah, la voix brisée. Le tiroir du haut. Henderson lui tenait le bras d'une main, tandis que de l'autre, il ouvrait le tiroir d'un coup sec. À l'intérieur, exactement comme elle l'avait dit, se trouvait une petite pile de billets de 20 $, son argent de secours qu'elle avait mis de côté au cas où sa voiture tomberait en panne ou qu'elle aurait un besoin urgent. Il s'en empara et le glissa dans sa poche. Puis il regarda autour de lui. Il regarda le coffret à bijoux sur la commode. Il regarda l'ordinateur portable dans le salon, à Sarah elle-même. Et il prit une décision qui allait transformer ce vol en quelque chose de bien pire. « Assieds-toi sur le lit », ordonna-t-il. « Tu as l'argent », dit Sarah, la voix tremblante de panique. « Tu as tout. S'il te plaît, pars. Je n'appellerai pas la police. Je ne dirai rien à personne. Je te le promets. S'il te plaît, pars. » Mais Henderson ne l'écoutait pas. Il la regardait avec une expression que Sarah décrirait plus tard, dans les quelques précieuses minutes qui lui restaient, comme vide, ni colère, ni convoitise, juste vide, comme si elle n'était pas une personne à ses yeux, comme si elle n'était qu'un objet, une opportunité, une chose qu'il pouvait utiliser. « Je t'ai dit de t'asseoir », répéta-t-il en levant le couteau. C'est à ce moment-là que l'instinct de survie de Sarah a finalement pris le dessus sur sa réaction de paralysie. C'est à ce moment-là qu'elle a compris avec une clarté absolue que se soumettre ne la sauverait pas, que cet homme n'avait pas l'intention de simplement prendre l'argent et de partir, que si elle s'asseyait sur ce lit, elle ne se relèverait jamais. Elle a donc fait la seule chose qu'elle pouvait faire, elle s'est enfuie. Sarah s'est violemment retournée vers la gauche, se libérant de l'emprise de Henderson. Elle s'est précipitée vers la porte de la chambre avec pour seule idée de rejoindre la porte d'entrée, de sortir, de crier à l'aide. Elle a failli y parvenir. Henderson s'est précipité derrière elle, attrapant le dos de son t-shirt juste au moment où elle atteignait le couloir. Le tissu s'est déchiré lorsqu'elle a essayé de se dégager et pendant une seconde, désespérée, elle a pensé qu'elle pourrait s'échapper. Mais alors, sa main s'est agrippée à ses cheveux, la tirant en arrière avec une telle force qu'elle a senti des mèches s'arracher de son cuir chevelu. Elle hurla alors, un cri primitif, brut, de terreur et de douleur. Dans un autre quartier, dans une autre maison, quelqu'un l'aurait peut-être entendu. Quelqu'un aurait peut-être appelé le 911. Mais le voisin le plus proche de Sarah se trouvait à 200 mètres, derrière une rangée de chênes, probablement en train de regarder la télévision avec le volume à fond. Personne n'entendit rien. Henderson la projeta contre le mur du couloir, si fort que sa tête rebondit sur le placoplâtre et laissa une petite marque. Des étoiles explosèrent dans son champ de vision. Elle sentit le couteau contre sa gorge, le métal froid appuyant contre sa peau. « C'était stupide », a déclaré Henderson, haletant. « C'était vraiment stupide. » Ce qui s'est passé chez Sarah Mitchell au cours des 4 heures suivantes a été décrit plus tard par le détective principal comme l'une des épreuves les plus longues et les plus terrifiantes qu'il ait rencontrées en 20 ans de carrière dans les forces de l'ordre. Mais nous devons faire preuve de prudence ici. Nous devons nous rappeler que Sarah était une personne réelle et pas seulement une victime dans un rapport de police. Et bien que les détails de ce que Marcus Henderson lui a fait fassent partie du domaine public, documentés dans les rapports de police, les résultats de l'autopsie et les témoignages devant le tribunal, raconter chaque instant de sa souffrance ne sert à personne, ni à la mémoire de Sarah, ni à sa famille, ni à vous qui essayez de comprendre comment une telle chose a pu se produire. Ce que nous pouvons dire, c'est que Henderson a gardé Sarah en vie bien plus longtemps que nécessaire. Pendant la première heure, elle a tout essayé. Elle l'a supplié, elle l'a raisonné. Elle lui a proposé plus d'argent, sa voiture, tout ce qu'il voulait. Elle lui a parlé de sa famille, de ses élèves, de sa vie, essayant désespérément de lui faire voir qu'elle était un être humain et non un objet. Les psychologues appellent cela la stratégie d'humanisation. Et dans certains cas, cela fonctionne. Des otages ont échappé à la mort en convainquant leurs ravisseurs de les considérer comme des personnes.
Mais Marcus Henderson avait passé 7 ans dans un endroit où considérer les autres comme des personnes était un désavantage pour sa survie. La prison lui avait appris que l'empathie était une faiblesse, que les liens étaient une vulnérabilité, que la seule façon de se protéger était de cesser de se soucier de l'humanité des autres. Les paroles de Sarah n'avaient aucun sens pour lui. Au bout de 2 heures, Sarah avait cessé de parler. La réaction de lutte ou de fuite qui avait envahi son corps plus tôt s'était épuisée, la laissant dans un état que les experts en traumatologie appellent immobilité tonique. Un blocage neurologique dans lequel le corps fait essentiellement le mort face à un danger inéluctable. Elle était consciente mais déconnectée, son esprit se réfugiant dans un endroit plus sûr, tandis que son corps subissait ce qui lui arrivait. Henderson, quant à lui, devenait de plus en plus agité. La sensation initiale de puissance et de contrôle s'estompait, remplacée par une anxiété lancinante quant à la suite des événements. Il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait plus franchir. Même s'il partait maintenant, Sarah pouvait l'identifier. Elle connaissait son visage, pouvait le décrire à la police, pouvait le renvoyer en prison pour le reste de sa vie. Il se mit à faire les 100 pas dans la maison, fouillant les affaires de Sarah avec une énergie frénétique. Il mangea la nourriture de son réfrigérateur. Il but à sa bouteille de vodka, il fouilla son ordinateur portable, son courrier, ses documents personnels, comme s'il cherchait quelque chose, même s'il n'aurait probablement pas su dire quoi. En réalité, il rassemblait son courage pour finir ce qu'il avait commencé. À un moment donné, au cours de la 3e heure, la police estimera plus tard vers 21h45, d'après les preuves numériques, Henderson a utilisé l'ordinateur portable de Sarah pour rechercher des informations sur la durée de conservation, des preuves ADN, la manière dont la police retraçait les crimes et le type de preuves pouvant relier un suspect à une victime. L'historique de recherche s'avérera plus tard crucial dans le dossier de l'accusation, démontrant la préméditation et la conscience de sa culpabilité. Mais il a également révélé autre chose, l'incompétence totale de Henderson en matière de technologie. Il n'a pas utilisé le mode incognito. Il n'a pas effacé l'historique du navigateur. Il a effectué ses recherches depuis l'ordinateur de sa victime, dans sa propre maison, laissant ainsi une trace numérique parfaite de ses intentions. Ce n'était pas un génie du crime, c'était un homme désespéré et violent qui avait regardé trop de séries policières et pensait savoir comment échapper à la justice. Sarah a repris conscience au cours de la 4e heure. Henderson l'avait laissé dans la chambre pendant qu'il continuait à s'agiter frénétiquement dans la maison. Elle pouvait l'entendre ouvrir et fermer des tiroirs, déplacer des meubles, parler tout seul d'une voix basse et agitée. C'est alors que Sarah a fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui aiderait plus tard les enquêteurs à comprendre exactement ce qui s'était passé pendant ces dernières heures. Quelque chose qui montrait qu'elle n'avait jamais complètement perdu espoir. Même dans les moments les plus sombres de sa vie, elle a réussi à envoyer un SMS à sa meilleure amie Jessica. Son téléphone était tombé sur le sol de la cuisine lorsque Henderson avait sorti le couteau. Mais à un moment donné, il l'avait ramassé et jeté sur la commode de la chambre, probablement pendant qu'il fouillait la pièce à la recherche d'objets de valeur. Sarah, les mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine taper, l'a attrapé. Le SMS qu'elle a envoyé à 22h17 était bref. À l'aide. Un seul mot. 4 lettres. Mais cela suffisait. Jessica Morgan était la meilleure amie de Sarah depuis la 5e. Elles avaient grandi ensemble, survécu ensemble au lycée, étaient les demoiselles d'honneur l'une de l'autre. Jessica connaissait le style de Sarah lorsqu'elle envoyait des SMS. Connaissait son sens de l'humour, savait que Sarah n'était pas du genre à envoyer des SMS dramatiques d'un seul mot, sans contexte. Quelque chose n'allait pas. Jessica a immédiatement essayé de l'appeler. Le téléphone a sonné dans la chambre de Sarah, l'écran s'est allumé et a affiché la photo de Jessica. Henderson, qui était toujours dans le salon, a entendu la sonnerie et s'est précipité. Il a vu Sarah tenir le téléphone, a vu le nom de Jessica sur l'écran, et quelque chose en lui s'est brisé. « Qu'est-ce que tu as fait ?»
a-t-il crié en lui arrachant le téléphone des mains. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» Il fixa l'écran, le seul mot que Sarah avait réussi à envoyer, et son visage passa rapidement par toute une série d'expressions. Choc, rage, panique, calcul. Il savait ce que cela signifiait. Il savait que quelqu'un savait désormais que quelque chose n'allait pas, que le temps était compté, qu'il devait prendre une décision. Le téléphone continuait de sonner. Henderson refusa l'appel. Jessica rappela immédiatement. Il refusa à nouveau. Puis Jessica envoya un SMS. « Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Appelle-moi tout de suite. » Henderson éteignit le téléphone et le fourra dans sa poche. Puis, il se tourna vers Sarah avec une expression qu'elle décrirait plus tard, dans les brefs instants où elle resta consciente, comme résignée. Il avait pris sa décision. Pendant ce temps, à 5 kilomètres de là, Jessica Morgan prenait sa propre décision. Elle avait essayé d'appeler Sarah 4 fois de plus, mais chaque appel était désormais directement transféré vers la messagerie vocale. Elle avait envoyé 6 SMS, tous non livrés. Et à chaque minute qui passait, le nœud d'angoisse dans son estomac se resserrait. Jessica savait que Sarah vivait seule. Elle savait que sa maison était isolée. Elle savait que Sarah avait mentionné qu'elle se sentait mal à l'aise à cause d'une voiture qu'elle voyait souvent dans son quartier. Et elle savait, avec cette certitude profonde qui vient du fait de connaître quelqu'un depuis la moitié de sa vie, que quelque chose n'allait vraiment pas. À 22h31, Jessica a appelé le 911. « Je dois signaler, je ne sais pas exactement quoi signaler, » dit Jessica au répartiteur, la voix tremblante. Ma meilleure amie vient de m'envoyer un SMS avec le mot « aide ». Et maintenant, elle ne répond plus au téléphone, et j'ai vraiment peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. La répartitrice, une vétérane nommée Linda Chen, qui travaillait pour les urgences depuis 12 ans, entendit quelque chose dans la voix de Jessica qui attira son attention. Les appels paniqués étaient fréquents, mais celui-ci était différent. Il s'agissait d'une peur spécifique, fondée sur la connaissance précise d'une personne précise. « Quel est le nom et l'adresse de votre ami ?» demanda Chen, qui avait déjà prévenu un adjoint pour qu'il se rende sur place. Jessica lui donna les informations demandées. En moins de 90 secondes, l'adjoint Marcus Reeves était en route vers l'adresse de Sarah Mitchell, gyrophares éteints pour ne pas alerter les occupants, avec un temps d'arrivée estimé à 8 minutes. Mais 8 minutes, c'était 7 minutes et 43 secondes de trop. Dans la chambre de Sarah, Henderson faisait ses derniers préparatifs. Il avait trouvé du ruban adhésif dans un tiroir de la cuisine et s'en était servi pour attacher les poignets et les chevilles de Sarah. Il avait fouillé la maison à la recherche d'autres téléphones ou appareils qu'elle aurait pu utiliser pour appeler à l'aide. Il avait éteint toutes les lumières, sauf une lampe dans la chambre. Puis, il avait repris le couteau. « Je suis désolé », avait-il dit à Sarah, et le plus terrible, c'est qu'il le pensait peut-être vraiment. « Je n'ai pas le choix. Tu comprends, n'est-ce pas? Je ne peux pas retourner en prison. Je ne peux pas. » Sarah, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, prononça les derniers mots qu'elle adresserait jamais à un autre être humain. « Je t'en prie. Ma famille, je t'en prie. » Henderson ne répondit pas. Il s'était déjà déconnecté, déjà convaincu que ce qu'il s'apprêtait à faire était en quelque sorte nécessaire, en quelque sorte justifié, en quelque sorte pas vraiment de sa faute. Le système pénitentiaire l'avait laissé tomber, la société l'avait laissé tomber. C'était lui, la victime, en réalité, si on y réfléchissait bien. C'est ce que se disent les prédateurs. C'est ainsi qu'ils se transforment de personnes en monstres, non pas par une transformation spectaculaire, mais par une série de petits compromis moraux, chacun facilitant le suivant jusqu'à ce que le meurtre devienne en quelque sorte acceptable dans leur logique interne tordue. À 22h34, Marcus Henderson a commis l'acte qui allait mettre fin à la vie de Sarah Mitchell. Le médecin légiste déterminera plus tard que la mort n'a pas été instantanée, que Sarah a survécu plusieurs minutes après l'attaque initiale.
se vidant de son sang sur le sol de sa chambre, tandis que Henderson tentait frénétiquement de nettoyer les preuves, les mains tremblantes, le souffle saccadé, la réalité de ce qu'il avait fait finissant par s'abattre sur lui. À 22h39, l'adjoint Marcus Reeves s'est arrêté devant la maison de Sarah, dont les lumières étaient toujours éteintes. La maison était presque entièrement plongée dans l'obscurité. De l'extérieur, rien ne semblait anormal. Mais Reeves avait appris à se fier à son instinct au cours de ses 20 années dans les forces de l'ordre, et tout son instinct lui criait que quelque chose n'allait vraiment pas ici. Il a appelé des renforts par radio et s'est approché de la maison à pied, la main sur son arme. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. L'adjoint Marcus Reeves était agent des forces de l'ordre depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'une porte ouverte à 22h39 lors d'une visite de contrôle social n'était jamais bon signe. Il a sorti son arme et a parlé dans sa radio, en gardant une voix basse. « Centrale, je suis au 4247 Oakwood Lane. La porte d'entrée est ouverte. Je vais entrer. Quelle est l'heure d'arrivée des renforts ? 4 minutes, répondit-on. 4 minutes. Reeves prit une décision qui serait plus tard examinée par les enquêteurs, débattue par ses supérieurs et finalement jugée justifiée. Il ne pouvait pas attendre. Si quelqu'un à l'intérieur était blessé et se vidait de son sang, 4 minutes pouvaient faire la différence entre la vie et la mort. « J'entre », dit-il, et il poussa la porte pour l'ouvrir plus largement. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Le genre de silence qui semble lourd, inquiétant. Une lampe était allumée dans ce qui semblait être le salon, projetant de longues ombres sur le sol. Reeves pouvait voir un sac à main abandonné sur le canapé, son contenu éparpillé. Portefeuille, clés reçues, des signes de lutte ou du moins de fouille. « Département du shérif !» cria Reeves, sa voix rompant le silence. « Si quelqu'un est là, qu'il se manifeste immédiatement. » Rien. Aucune réponse. Juste ce silence terrible et oppressant. Reeves s'enfonça dans la maison, arme levée, tous ses sens en alerte. Son entraînement prit le dessus. Vérifier les coins, sécuriser les pièces, surveiller les points d'embuscade. Le salon était vide. La cuisine montrait des signes d'activité récente, un verre à vin brisé sur le sol, des taches sombres sur le carrelage qui lui nouèrent l'estomac. Puis, il vit le couloir et la traînée de sang qui y menait. « Bon sang », murmura Reeves. Il appuya à nouveau sur sa radio. « Centrale, j'ai besoin de renforts immédiatement. Et envoyer une ambulance. Il y a du sang, beaucoup de sang. » Il suivit la traînée dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. La première porte à gauche, celle de la salle de bain, était vide. La deuxième porte menait à ce qui semblait être un débarras. Mais au bout du couloir, la porte de la chambre était ouverte. Et c'est là que menait la traînée de sang. Reeves atteignit la porte et regarda à l'intérieur. Sarah Mitchell gisait sur le sol, à côté de son lit, son corps immobile dans une mare de sang qui s'étalait. Ses poignets et ses chevilles étaient attachés avec du ruban adhésif. Même depuis l'embrasure de la porte, Reeves pouvait voir qu'elle ne respirait plus, mais il vit aussi autre chose qui lui glaça le sang. La fenêtre de la chambre était ouverte, le rideau flottant dans la brise nocturne. Il y avait des traces de frottement récentes sur le rebord de la fenêtre. Le tueur venait de partir, peut-être quelques secondes auparavant. Peut-être était-il encore sur la propriété. Reeves se retourna, arme levée, soudain conscient de sa vulnérabilité. Il sortit de la chambre, scrutant le couloir et les pièces qu'il avait déjà fouillées. Le tueur s'était-il caché? L'avait-il observé se déplacer dans la maison? Attendant une occasion de... Un bruit à l'extérieur, un mouvement dans le jardin. Reeves se précipita vers une fenêtre et vit une silhouette courir à travers la pelouse sombre, se dirigeant vers la lisière des arbres. Un homme, de taille moyenne, vêtu d'une veste sombre. Le suspect s'enfuit à pied, en direction de l'est, dans les bois derrière la propriété, cria Reeves dans sa radio. Un homme blanc, la trentaine, vêtu de noir. Je le poursuis. Il aurait dû rester auprès de la victime. Le protocole voulait qu'il sécurise les lieux, vérifie si elle était encore en vie et commence les premiers secours. Mais Sarah Mitchell était clairement hors d'état d'être secourue,
et la personne qui l'avait tué était en train de s'enfuir. Reeves prit une autre décision en une fraction de seconde et courut vers la porte arrière. Lorsqu'il atteignit le jardin, Henderson avait 30 secondes d'avance et bénéficiait de l'obscurité. Reeves l'entendait se frayer un chemin à travers les broussailles, cassant des branches, mais la visibilité était quasi nulle sous la canopée des arbres. « Arrêtez! Département du shérif! Arrêtez! Ou je tire !» Henderson ne s'arrêta pas. Au contraire, il courut encore plus vite, poussé par la panique. Il avait vu la voiture de police s'arrêter et était en train d'essayer de faire disparaître les preuves lorsqu'il entendit la voix de l'adjoint résonner dans la maison. Il avait à peine eu le temps de se faufiler par la fenêtre de la chambre et de se laisser tomber au sol avant que l'adjoint n'atteigne le corps de Sarah. À présent, il courait à l'aveuglette dans une forêt qu'il ne connaissait pas, dans l'obscurité, avec un policier armé quelque part derrière lui. Tous les pires scénarios de ces 7 années de prison défilèrent dans son esprit. Se faire attraper, retourner en prison, cette fois pour toujours, cette fois pour meurtre. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il ne le laisserait pas arriver. Derrière lui, Reeves suivait les bruits de la fuite de Henderson, mais cela devenait de plus en plus difficile. Les bois étaient denses, le terrain inconnu même pour quelqu'un qui patrouillait dans cette zone depuis des années. Et puis, soudain, les bruits cessèrent. Reeves se figea, à l'écoute. Henderson s'était-il arrêté? Se cachait-il? Attendait-il pour lui tendre une embuscade? Puis vint le bruit des sirènes au loin qui se rapprochaient. Les renforts arrivaient. Reeves appuya sur le bouton de sa radio. Le suspect est dans les bois à l'est de la propriété. Je l'ai perdu de vue. Nous devons établir un périmètre maintenant avant qu'il n'atteigne une route. Au cours des 30 minutes qui suivirent, 6 autres adjoints arrivèrent. Ils établirent un périmètre autour de la zone boisée, firent venir des unités cynophiles et installèrent des projecteurs. Mais Marcus Henderson avait disparu dans la nuit de l'Indiana. De retour chez Sarah, l'équipe chargée de la scène de crime documentait ce qui allait devenir l'une des affaires de meurtre les plus évidentes de l'histoire du comté. Les preuves détectées partout, les empreintes digitales de Henderson sur toutes les surfaces de la maison, son ADN sous les ongles de Sarah, là où elle s'était défendue, l'historique de recherche sur son ordinateur portable et, plus accablant encore, le téléphone de Sarah toujours dans la poche de la veste de Henderson, oublié dans sa panique à s'enfuir. Il avait laissé derrière lui tout ce dont ils avaient besoin pour l'identifier, le retrouver et le condamner. Mais il devait d'abord le retrouver. Marcus Henderson a survécu 36 heures en tant que fugitif. Pendant 1 jour et demi, il a parcouru la campagne de l'Indiana comme un fantôme, volant de la nourriture dans des voitures non verrouillées, dormant dans des granges abandonnées, évitant les routes principales. Il n'avait aucun plan autre que celui de survivre, aucun objectif autre que celui de rester libre 1 heure de plus, puis une autre, puis une autre. Mais il laissait des traces derrière lui. Une veste volée sur une corde à linge, une vitre brisée dans une station-service, des images de vidéosurveillance montrant un homme débraillé correspondant à sa description, en train d'acheter des cigarettes en espèces à 3 heures du matin. Le filet de la police se resserrait. L'inspectrice Sarah Chen, chargée de l'enquête, avait mis en place une équipe spéciale quelques heures après le meurtre de Sarah Mitchell. Il disposait du casier judiciaire complet de Henderson. Sa photo avait été distribuée à tous les services de police de 3 États, et son agent de probation leur avait fourni des détails sur ses habitudes et ses fréquentations. « Il n'est pas très malin », avait déclaré Chen à son équipe. « Il est désespéré et violent, mais il n'est pas intelligent. Il finira par commettre une erreur. » Henderson commit son erreur à 23h47 le 20 mars, lorsqu'il tenta de voler une voiture sur une aire de repos près de Gary, dans l'Indiana. Le conducteur était un policier de Chicago, qui n'était pas en service et qui reconnut Henderson grâce aux alertes diffusées dans les médias. La confrontation a duré moins de 2 minutes. Henderson a sorti son couteau. Le policier a sorti son arme. Henderson s'est rendu. Le procès de Marcus Henderson a duré 6 jours.
Le verdict a été rendu en 43 minutes. Les preuves étaient accablantes. Empreintes digitales, ADN, l'historique de recherche sur l'ordinateur portable de Sarah, son téléphone dans sa poche, les images de vidéosurveillance retraçant ses mouvements avant et après le meurtre. Ses propres aveux, faits dans un moment de résignation épuisé, 12 heures après son arrestation. « Je ne voulais pas la tuer », a-t-il déclaré au détective. « C'est juste arrivé. » Mais l'accusation a démontré que cela n'était pas juste arrivé. Elle a présenté un calendrier de prédation systématique, surveillance de la maison de Sarah pendant des jours, mensonge pour y entrer, escalade de la violence, torture prolongée, meurtre délibéré. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était un choix. Le 18 novembre 2023, Henderson a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La famille de Sarah était présente dans la salle d'audience lorsque le juge a prononcé la sentence. Sa mère tenait une photo de Sarah, prise lors de la remise des diplômes à l'université. Souriante, pleine d'espoir, vivante. Son père regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Ses frères et sœurs pleuraient en silence. Sarah Mitchell avait 26 ans, a déclaré le procureur dans son réquisitoire. Elle a ouvert sa porte pour aider un inconnu. Cette gentillesse lui a coûté la vie. Dans leur déclaration, les proches de Sarah ont évoqué des vacances qui ne seraient plus jamais les mêmes, un avenir volé, des petits-enfants qui ne verraient jamais le jour. Jessica Morgan a décrit la perte de sa meilleure amie, sa sœur de cœur. Henderson n'a présenté aucune excuse. Il est resté assis en silence, le regard fixé sur la table. Aujourd'hui, il est toujours détenu dans la même prison d'État de l'Indiana où il avait déjà purgé une peine pour vol. Il y mourra. L'histoire de Sarah Mitchell est devenue un exemple édifiant sur les dangers d'aider des inconnus, sur la vulnérabilité des personnes vivant seules, sur la rapidité avec laquelle une vie normale peut se transformer en cauchemar. Sa famille a créé une fondation en son nom, qui enseigne la sécurité personnelle et l'autodéfense. Mais la véritable leçon à retenir est peut-être celle-ci. Le mal ne s'annonce pas. Il frappe à votre porte avec une histoire plausible et une expression désespérée. Il exploite nos meilleures qualités, la gentillesse, l'empathie, le désir d'aider. Et parfois il nous détruit pour cela. Sarah méritait mieux. Elle méritait la longue et heureuse vie qu'elle avait prévue. Elle méritait de retrouver l'amour, d'enseigner à des élèves qui l'adoraient, de vieillir avec sa famille. Au lieu de cela, elle a connu 4 heures et 17 minutes de terreur, et un meurtrier qui passera le reste de sa vie derrière les barreaux, ce qui est plus que ce que beaucoup de victimes obtiennent, mais bien moins que ce que Sarah méritait. Son histoire s'arrête ici. Mais son souvenir reste vivant dans l'esprit de tous ceux qui l'ont connue, de tous ceux qui l'ont aimée et de tous ceux qui tirent les leçons de la tragédie de cette soirée de mars où elle a fait le choix simple et humain d'aider quelqu'un dans le besoin. Repose en paix, Sarah Mitchell. Tu méritais tellement mieux.